RDC, le M23 RDF est détalé, abandonnant derrière eux armes lourdes et d'assaut. Certains se sont rendus et la traque se poursuit. Les images de terrain dans ce journal. S'il y avait encore l'ombre d'un doute pour les Saint-Thomas, eh bien l'ouvrage du cadre de concertation CENI partie prenante annoncé lundi 13 novembre prochain ouvre la ligne de mire pour les élections du 20 décembre. Vous suivrez le deuxième vice-président de la centrale électorale. Aéroport moderne, Njili va le devenir. Le partenariat entre le Route de l'île d'Est et le gouvernement congolais a tracé la voie. Les agents et cadres n'ont pas d'autre choix que de se mettre au diapason des exigences. La perte de l'emploi n'est pas dans le scénario, mais change entre l'Ouest. On sent la preuve. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les militaires rwandais du M23 expérimentent la puissance de feu des FARDC sur le terrain en se sauvant. Les munitions, les tenues militaires et différentes armes ont été abandonnées. Reportage des FARDC. La coalition M23-RDF s'est heurtée à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de vendredi à ce samedi 11 novembre 2023 sur l'axe Karinga en territoire de Massissi. L'armée rwandaise, qui œuvre sous couvert du M23, a abandonné, hormis ses hommes neutralisés, les effets militaires pendant sa fuite. Des armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe. Et nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi au commandant des opérations de la guerre par procuration que mène la République rwandaise à l'est de la RDC, même si son président continue de nier son implication. Les FARDC, dans leur mission régalienne, sous l'impulsion du lieutenant-général Falsi Kabwe, commandant des opérations militaires au Nord Kivu, sont plus que déterminés à défendre le territoire national dans son intégrité. Vous le savez, la tradition a été respectée hier vendredi au gouvernement. Les membres de l'exécutif se sont retrouvés autour du président de la République à la Cité de l'Union africaine pour le 119e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Suivez cet extrait du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la réforme de l'Académie diplomatique congolaise. Au regard du rôle stratégique que notre pays doit jouer en Afrique et dans le monde et considérant les besoins de renforcer notre machine diplomatique et au-delà des recommandations formulées au cours de la conférence diplomatique, le président de la République a encouragé la réforme de l'Académie diplomatique. S'appuyant sur le modèle poursuivi par l'École nationale d'administration qui concourt chaque année à la formation des cadres et agents appelés à la suite à intégrer la fonction publique, il conviendrait que l'Académie diplomatique congolaise intègre une section dite l'élite, accessible uniquement sur concours et avec étude préalable du dossier des candidats qui s'attellerait à former des diplomates congolais du futur. Avant de clôturer cette réunion du Conseil de ministres, les derniers qui précèdent les débuts de la campagne électorale, le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à considérer le moment de la campagne qui arrive comme un rendez-vous historique et un rendez-vous avec le peuple congolais. Il faut avoir foi en vous, foi dans le travail que nous avons fait ensemble. Nous devons opposer des arguments contre les arguments. Et les résultats de notre travail durant ces années permettra aux Congolais de nous refaire confiance. Les ennemis de notre pays sont en alerte dans l'objectif de perturber par tous les moyens les processus en cours. Mais gardons foi en Dieu et la cause du Congo triomphera, a-t-il conclu.
Parlons processus électoral à présent. Début ce lundi 13 novembre des cadres de concertation CENI, candidats indépendants, partis et regroupements politiques ainsi que la société civile dans sa diversité. Ces assises se tiendront du 13 au 15 novembre au Fleuve Congo Hôtel et à la salle de spectacle du Palais du Peuple. L'annonce a été faite ce jeudi par le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara, Titi Samba et Gérest Fungi. À quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et de contact permanent avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats présidents de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité, pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CENI candidat président de la République se tiendra le lundi 13 novembre 2023 à l'hôtel Hilton, tandis que le cadre de concertation avec les partis et les groupements politiques, candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les invitations sont à retirer au siège de la CENI dès ce samedi 11 novembre 2023 à partir de 9h. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur. Et les femmes ministres honoraires, députées nationales, les femmes de la société civile, bref, la junte féminine politique s'est donné rendez-vous pour discuter sur le rôle de ces femmes leaders pour les élections apaisées en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Ndolo Demazu. Il était donc question pour ces femmes, pas du tout invitées au hasard à ce dîner, le 9 novembre dernier à Kinshasa, d'analyser la situation politique du pays, identifier les défis et obstacles, mais surtout de proposer des pistes et recommandations pour que l'objectif soit atteint. Et c'est la ministre du Genre, Famille et Enfants qui a lancé les assises. Nous devons résolument mobiliser et transcender toutes nos divergences en faveur de la culture, de la tolérance, de la paix et de l'amour de la patrie, notre bien commun. Obtenir l'engagement de toutes ces femmes leaders pour leur implication à travers des messages de paix aux élections apaisées dans le pays, voilà l'essence même de cette rencontre organisée par Voix et Leadership des femmes. On sait que les femmes ont eu affaire à des violences. On ne parle pas seulement des violences physiques, mais ce sont les violences morales, les violences verbales. Et qui prouvent que si on voit les élections de cette manière-là, elles ne peuvent pas être apaisées. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes en RDC, financé par les Affaires mondiales Canada et mise en œuvre par le Centre Carter, et a pour objectif de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et le progrès de l'égalité entre les sexes en République démocratique du Congo. Et à la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont examiné la proposition de loi modifiée relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, loi qui va permettre de mettre en lien les missions des régulations des télécoms à l'ère des nouvelles technologies. La plénière a aussi examiné et adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu. Sylvie Moembo, Guy Kitoko et Bernard Bodo. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous l'emprise des forces des ennemis de la République démocratique du Congo. Une prorogation de 15 jours vient d'être adoptée par l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement, conduite par le président Christophe Mbosso-Kodia-Pwanga. L'économie générale de ces projets de loi a été présentée par le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amatobe Baïbaziré. Sur 338 honorables députés qui ont pris part au vote, 332 honorables députés ont voté oui, 4 honorables députés ont voté non, 2 honorables députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi
portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Autre matière débattue au cours de cette même plénière était la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. Cette proposition de loi modifiée, œuvre législative du député national Jean-Marc Lombakou, entend ramener les statuts et l'autorité de régulation à sa large autonomie voulue par les instruments internationaux. Son débat, la plénière a déclaré recevable et renvoyé à la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour toilettage. Et le Sénat vient de voter ce samedi le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Au cours de cette plénière présidée par Modesto Bahati-Lukwebo, plusieurs autres matières ont fait l'objet de vote. Il s'agit du projet de loi portant sur l'impôt des sociétés et celui sur le revenu des personnes physiques ainsi que celui relatif aux réformes des procédures fiscales dont le rapport a été renvoyé à la commission ECOFIN. Il s'y est de noter que les élus des élus ont examiné et voté séance tenante la loi portant organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes en République démocratique du Congo, renvoyée par le chef de l'État à la Chambre haute du Parlement pour un réexamen afin d'une clarification de certaines définitions, à savoir sage-femme à pratique, sage-femme à coucheuse. Les images dans nos prochaines éditions. Et la tournée judiciaire dans les juridictions inférieures de la Cour d'appel de la Gombe, initiée dernièrement par la première présidente de cette institution, se poursuit. Espérance Diakir s'est rendue au tribunal de paix de la Gombe et au tribunal pour enfants de Ngaliema Nono Mantekou. Dès mois après sa prise de fonction à la tête de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la première présidente de cet organe a entrepris une tournée judiciaire dans les différentes juridictions sous sa responsabilité. L'objectif de cette tournée initiée par Espérance Diakir était de faire l'état des lieux de son secteur et de palper les réalités du travail des juges et magistrats de son ressort. Il était donc impérieux pour moi de faire une descente sur le terrain, rentrer en contact avec les chefs des juridictions qui sont sous ma supervision et répertorier toutes les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain dans l'objectif de rencontrer les attentes aussi bien du chef de l'État que de notre population. Les présidents de ces différentes juridictions inférieures lui ont soumis leurs doléances. À son tour, le numéro 1 de la Cour d'appel de Gombe leur a promis de les transmettre acquis des droits. Nous lui avons également fait part de nos doléances et difficultés. Et nous savons que, comme elle l'a promis, d'apporter dans les jours qui suivent des réponses ILOA nationales. Les solutions ne viendront pas de moi. Les solutions ne viendront pas de moi. J'ai fait la tournée. Et là, c'est un rapport que je vais soumettre à ma hiérarchie et ensemble, on va réfléchir pour trouver les solutions. Le chef de l'État l'a dit, la justice élève une nation, donc c'est une priorité pour lui. La deuxième étape de cette tournée a concerné essentiellement les tribunaux et les tribunaux pour enfants de Gombe, les tribunaux des grandes instances de la Gombe ainsi que les tribunaux de Ngaliema et les tribunaux pour enfants du même ressort de Ngaliema. La voix de la République démocratique du Congo a été entendue au sommet Arabie Saoudite Afrique à Riyad. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, représentant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son discours rappelé l'intérêt majeur que la République démocratique du Congo accorde à la coopération. Les accords signés le 21 février 2021 à Kinshasa entre les deux pays dont la mise en œuvre attend suivre, à Vital Kamerhe d'inviter les Africains à aimer réellement le continent et à cesser de l'endeuiller. Anime Balaka pour le commentaire. Plusieurs chefs d'État ont pris part à ces sommets Arabie Saoudite-Afrique
qui a eu lieu à Riyad du 10 au 11 novembre 2023. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Dr Vital Kamerhe, a représenté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses assises. En plus de vanter les potentialités de son pays, la RDC, Vital Kamerhe a lancé un message fort à ses frères africains, auteurs des tueries de plus de 10 millions de morts à l'est de la RDC depuis 1996. La vision de son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est claire. Prospérons ensemble. Développons-nous ensemble. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Toutes les armes doivent se taire à l'ouest, à l'est, au centre et au sud, et spécialement dans mon pays, la République démocratique du Congo, où nous comptons déjà plus de 10 millions de morts depuis 1996. Organisé par le roi Salman Abdelaziz Al Saoud, ce sommet est placé sous les thèmes développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire. Le présent forum vise à renforcer la coordination politique, à traiter les menaces sécuritaires régionales, à promouvoir la transformation économique grâce à la recherche et au développement local de nouvelles solutions énergétiques, ainsi qu'à renforcer la coopération en matière d'investissement. Revenons en RDC où qu'un agent de la régie des voies aériennes RVA SA ne va perdre son emploi. Cette affirmation est du président de l'entreprise turque Milvest au terme de ses échanges avec le PCA de la RVA SA, Trifon Kinkemulumba. Thuram Mildon a toutefois insisté pour que le personnel de la RVA reçoive une formation requise pour le renforcement de leurs capacités. Anita Luambra. Le ciel s'est éclairci. Les nuages sombres qui entouraient le contrat RVA et Milvest se dissipent. À l'origine, la dénonciation de ce contrat par le personnel de la RVA sur une imminente suppression d'emplois a éveillé l'attention du président du conseil d'administration, Trifon Kinkemulumba, qui a tenu à lever le coin du voile. Informé de la situation, le président de la société Milvest, au cœur de la controverse, a été reçu par Trifon Kinkemulumba. Avec l'homme d'affaires turc, le président du conseil d'administration a reçu des informations supplémentaires aux antipodes des rumeurs propagées. Trian Mildon a plutôt insisté sur le renforcement des capacités du personnel de la RVA au standard international. Deuxième point, c'est qu'on a entendu, Milvest a entendu qu'il y a beaucoup de craintes et de bruit parlant des travailleurs de la RVA. Je le dis en tant que chairman et responsable numéro 1 de la société Milvest, il n'y aura aucun employé de la RVA qui sera mis dehors. De quand on prendra le projet jusqu'à ce que l'on réalise ce projet, aucun employé de la RVA ne sera mis dehors. Il y a juste un point important, que tous les employés de la RVA devront suivre une formation. En tant qu'étranger, il a dit aussi que la première chose que l'on remarque quand on arrive dans un pays, c'est l'aéroport. C'est la chose qui reste dans votre tête, la vitrine. C'est pourquoi, par rapport à la vision du président de la République, par rapport à la vision de la RVA et par rapport à la vision de Milvest, c'est important de construire ce beau projet, ce bel nouvel aéroport de Njid. Le projet Milvest est évalué à 1,2 milliard de dollars américains, dont l'accord de concession a été transmis au conseil d'administration le 30 octobre 2023 par le directeur général de la RVA SA. Une commission de travail a été mise en place pour étudier le dossier qui sera débattu lors de la tenue du prochain conseil d'administration. Les informations sur les statistiques dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin sont contenues dans le rapport d'enquête CAP2 élaboré par l'Institut national de statistique INES. Un atelier sur l'examen de ce rapport a réuni les experts de l'INES pour en examiner le contenu, nous dit Cédric Kénina. Le rapport de l'enquête CAP2 fournit assez d'informations en termes statistiques sur les comportements socioculturels en entrepreneuriat féminin et réinsertion sociale. L'Institut national des statistiques INES, qui a initié cet atelier de validation du rapport de l'enquête CAP2 en partenariat avec ONU Femmes, a mis en contribution ses experts dans son rôle régalien de rassembler, analyser pour le compte du gouvernement de la République les informations nécessaires pour sa politique démographique et sociale, comme l'exprime si bien Madame le directeur général de l'INES, Élisée Ndjovu.
Cette étude évaluative CAP 2 que l'INS présente pour sa validation ce jour fait suite de celle menée par CAP 1 et permet de mesurer les efforts fournis après sensibilisation quant à ceux qui concernent les comportements socio-culturels en lien avec l'entrepreneuriat des femmes et leur insertion équitable dans la vie active en RDC. Nous voici arrivés à l'étape de la validation du rapport CAP 2, dont les résultats permettront la prise des décisions éclairées pour la mise en œuvre du projet transport. Ça me suivit la projection d'un documentaire audiovisuel contextuel tourné dans 4 provinces, notamment Kinshasa, le Congo central, le Haut-Katanga et le Nord Kivu. Le 11e congrès de l'AFMED, Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNIKIN, s'est clôturé en beauté. Les revendications et recommandations sont relatives aux maladies qui touchent les organes vitaux du corps humain. Rodépanda. La 11e édition du congrès de l'AFMED, Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, a fermé ses portes sur une note positive avec un bouquet de recommandations lues par le docteur Henri Nekwei, secrétaire général de cette association. Parmi ces recommandations, on a noté le renforcement de la formation continue du personnel médical et il faut un statut d'un hôpital universitaire pour l'hôpital général de référence de Kinshasa et tant d'autres. À l'unanimité, la majorité des participants ont salué la vision du tout premier des médecins, le garant de la nation, pour sa couverture santé universelle. Ils ont promis et se disent prêts pour assurer un accompagnement véritable. Le président de cet ASVEL, le docteur Daniel Tongangou, revient sur les grandes lignes de ces travaux. On a eu des recommandations du diagnostic à la détection précoce jusqu'au traitement. Nous avons eu le problème d'AVC. On a souhaité qu'il y ait une mise en place d'une filière AVC. On a parlé du problème de cancer qui monte en importance dans notre pays. Il faut une détection précoce et la prise en charge. Il y a la couverture santé universelle qui est en train de se déployer pour permettre la prise en charge du patient. Il s'est de préciser que cette 11e édition avait pour thème les parcours du patient, les déterminants de la qualité et la sécurité des soins. Contrôle de conformité à la sous-traitance en République démocratique du Congo, comme de toutes les sociétés principales de la province de l'Alaba, l'entreprise minière Semidez Desiwa s'est livrée à l'exercice, et ce, dans la logique de la grande campagne diligentée par le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal Katambe. Autre détail dans son reportage. Après une vaste campagne de sensibilisation bien dosée sur la loi de la sous-traitance, vient le moment fatidique du contrôle de conformité au vrai sens du terme. Loin du confort de son cabinet de travail à plus de 2000 km, le DG de l'ARSP fait preuve de polyvalence. Il est aussi un homme téméraire de terrain. Ici, c'est dans une société principale qui exploite les mines au Lualaba. Somidez Desiwa. Aussitôt arrivé, place à l'entretien. Le message du DG Miguel est direct et limpide. Il s'agit de se ranger derrière les mesures d'application de la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé. Celle-ci voudrait que le Congolais puisse bénéficier en premier les gros du marché dans ce secteur. Et pour cela, il n'y a pas de négociation. Les sociétés de sous-traitance étrangères qui veulent opérer en République démocratique du Congo doivent s'associer aux Congolais. À 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Donc la loi n'exclut pas les étrangers. Les entrepreneurs, dans la suite de l'honorable Miguel Cachal, se frottent d'ores et déjà les mains en voyant la détermination qui anime celui qui défend aujourd'hui leurs intérêts avec la bénédiction du chef de l'État. C'est quelque chose de nouveau et que nous soutenons fortement. Parce que c'est un secteur qui est verrouillé, il y a beaucoup de favoritisme. Avec cette marche excellence que M. Miguel est en train d'entreprendre, c'est un nouveau vent qui est en train de souffler dans le monde de la sous-traitance et je crois que c'est de cette sorte que nous arriverons à créer des vrais millionnaires. Produire les millionnaires congolais avec une conséquence logique, la création de la vraie classe moyenne ne devrait plus être considérée comme un rêve. En revanche, c'est déjà une réalité vérifiable.
Dans le Haut-Katanga, un centre d'accueil d'urgence est sorti de terre à Lubumbashi. Diamond Sulenakazi va prendre en charge l'accompagnement des 50 enfants avant leur réintégration dans les familles d'accueil. Une œuvre rendue possible par Dynamo International. C'est un reportage de la RTNC Lubumbashi. En coupant conjointement le ruban symbolique, le représentant du chef de division provinciale des affaires sociales et la chef de mission de Wallonie-Bruxelles ont officiellement inauguré le nouveau bâtiment moderne du centre d'accueil d'urgence Diamond Sulenakazi de la commune de Kenya à Lubumbashi. Ce bâtiment, doté de chambres équipées de bureaux et réfectoires d'une capacité de 40 enfants, est une action réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du 3e programme DGD 2022-2026 intitulé « Protection et prise en charge multidimensionnelle des enfants en situation de rue et vulnérables en République démocratique du Congo ». Sa construction a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Direction générale au développement du Royaume de Belgique et de Wallonie-Bruxelles par le biais de Dynamo International. Le coordonnateur de Katser au Katanga, Jean Balibois, a déclaré que sa structure a pour mission d'améliorer les conditions d'accompagnement des enfants. Ce centre d'accueil d'urgence vient améliorer non seulement les conditions d'accompagnement des enfants, mais aussi la qualité de nos résultats. Le PCA de Dynamo International, partenaire de taille de Katser, s'est dit émerveillé par le travail abattu par l'équipe locale. En tout cas, merci. Le conseil d'administration de Dynamo est avec moi pour vous dire une nouvelle fois que le travail abouti est remarquable. Actuellement, 50 enfants du centre, dont 22 filles, sont scolarisés. 4 en 2021 et 3 en 2023 ont décroché leur diplôme d'État. Le centre Diaska est un centre de transit des enfants de la rue avant leur intégration en famille ou leur transfert dans des centres d'hébergement appropriés. La population de Boulungu et ses environs appelée à l'unité, à la solidarité, à la cohésion nationale. L'appel est de l'artiste musicien Noël Ndiamamakanda Werason lors de ses récents séjours dans la province Kwilu. Les détails avec Jacques Kaboba. L'unité et la cohésion nationale se cimentent dès les bas âges, dit-on. C'est dans ce cadre que l'artiste musicien Noël Ndiamamakanda Di Werason a effectué dernièrement le déplacement de Boulungu dans la province de Kwilu. Le constat est sans équivoque car cette visite dans cette partie du territoire national était très bénéfique et riche d'enseignements. La population de Boulungu en a profité pour faire une démonstration de force par une mobilisation totale. L'ambassadeur de la paix, ambassadeur de la Croix-Rouge et ambassadeur de la bonne volonté pour les enfants soldats s'est rassuré que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ses lettres de noblesse dans cette partie de la province de Kwilu. Dans une communication pleine d'essence et d'émotion faite à Kikongo, la pop star de la musique congolaise n'a pas lésiné à éveiller la conscience de ses frères et sœurs de Boulungu sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Selon lui, cette campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un devoir patriotique pour le triomphe et le succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus du sacro-saint principe de vivre ensemble. Il fallait donc requinquer tout Boulungu en lui rassurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière les garants de la nation vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Tout Boulungu a apprécié ce message et a promis son accompagnement à l'idéologie du chef de l'État pour un Congo fort, debout et prospère. Au total, 80 récipiendaires de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation viennent d'être versés sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise des diplômes a coïncidé avec l'ouverture de l'année académique 2023-2024. Et Jeannie Chabani. La République démocratique du Congo aspire à l'émergence et au développement. Voilà pourquoi les universités et instituts supérieurs sont appelés à promouvoir les innovations technologiques, notamment dans les domaines agricoles et environnementaux. À cela s'ajoute la bonne gouvernance dans les domaines économiques et des finances publiques, ainsi que dans l'entrepreneuriat. L'Université panafricaine de gouvernance et innovation contribue au développement du pays dans la mesure où cet alma mater forme l'élite intellectuelle spécialisée dans les domaines de la science politique et gouvernance, de la science informatique et intelligence artificielle et sciences économiques,
gestion et développement. Sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, Moïndo Nzangi, cette université dispense une formation de qualité qui se conforme aux standards internationaux. Déjà conformément aux différents textes légaux, ici des différentes réflexions organisées par l'ECHI, l'UPJ s'inscrit dans cette logique. Et même avant qu'on arrive à la formalisation du système LMD par exemple, nous étions déjà inscrits dans ce système conformément à la loi numéro 014. Nous avons insisté sur la formation à la résolution des problèmes du pays. Le problème de la guerre, nous avons enseigné la paix ici. Le problème de la faim, comment lutter contre la faim, mais surtout le problème de la lutte contre les antivaleurs, mais également du panafricanisme. Et en politique, l'équipe mise en place pour la campagne du chef de l'État, candidat à sa propre succession, a commencé les consultations. L'un de ses membres, Kassia Bandouboula, est sur le terrain et à une semaine du début de la compétition électorale. Les détails dans son reportage. À 9 jours, soit 216 heures du début de la campagne électorale, les choses se précisent et les états-majors affûtent leurs armes. À l'instar de la direction de la campagne du président de la République que coordonne le duo Maître Jacquemin Chabani et Mme Kassia Bandouboula Bongo, qui a démarré les concertations avec les différentes organisations et structures. Pour la journée du vendredi 10 novembre, 3 délégations ont été reçues. La première, celle du Congo central, conduite par Mme Lauriane Nzolani, questeur de l'Assemblée provinciale, en compagnie d'autres notables rassurant du soutien de sa population. Ensuite, la délégation du Kasaï, avec les notables du coin. Le député national Guy Mafuta a affirmé de l'apport de sa population et de sa province. Nous sommes venus les rassurer que nous allons battre campagne à ses côtés pour lui, afin que nos frères et sœurs du Kasaï puissent le voter massivement. Enfin, la famille musicale congolaise, où la quasi des stars était presque là, qui est disposée à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes prêts à soutenir le président. Il faut dire que nous sommes même pressés à entrer au studio, à être sur le terrain. Nous avons besoin de tous les moyens qu'il faut, parce que tout ce que le président a fait doit être connu. La famille musicale, pas seulement de Kinshasa, de toute la République, les accompagne. Nous sommes à leur disposition. Donc les stratégies, on ne peut pas dévoiler. Ces stratégies, quand il y a une bataille, non. En tout cas, tout s'annonce clairement et les élections approchent à pas de géant. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez au Pretoria, en Afrique du Sud et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, 23h. Mami Franzaïna, nous disons merci à Yvette Makuntima qui a concouru à sa rédaction, Monique Mavou qui l'a réalisé et Pati Tondouangou qui l'a coordonné. Demain, 7h, Luisette Ntakala et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.